Rémi Roy, marié, fidèle, père de famille tranquille, passionné de voile, un homme lisse en apparence. Au fond de lui, une tempête. Son secret, il ne le partageait qu'avec des inconnus sur Minitel. Avec Nathaniel, par exemple, un mage célèbre des années 80 qu'on a retrouvé nu, ligoté, le crâne fracassé. Lui, il vivait au grand jour son homosexualité et ses relations sadomaso, quand Rémi Roy les a toujours niés, même après 3 meurtres. Et vous voulez connaître votre avenir? Alors, Nathaniel va maintenant, en direct, répondre à vos questions. Le mage Nathaniel, c'est une vedette des années 80. Mais il y a un vilain moustachu actuellement qui vous tourne autour. Ouais. Eh ben, gardez-le. Gardez-le, votre moustachu. Merci, Nathaniel. Il court les studios, les plateaux de télévision. Nathaniel lit dans l'avenir et on s'arrache ses prédictions. A-t-il pressenti ce qui allait lui arriver? Lundi 22 octobre 90, le mage Nathaniel a disparu. Ce jour-là, le téléphone a beaucoup sonné dans son pavillon de Champigny-sur-Marne, en région parisienne. Et personne n'a répondu. Ce jour-là, Daniel Fiolet, son assistant, a tenté de le joindre à plusieurs reprises. À son bureau, au cabinet de voyance, il a dû renvoyer les uns après les autres les clients qui arrivaient pour consulter le mage. Généralement, quand il était en retard, il m'appelait parce qu'il savait très bien que moi, j'aime bien les choses en règle. Donc, il m'appelait et là, il m'a pas appelé. Donc, c'est vrai que j'étais inquiet. En fin d'après-midi, Nathaniel n'avait toujours pas donné de nouvelles. Plus je voyais le temps passer, plus je disais qu'est-ce que je dois faire. J'ai essayé de joindre son ami. J'étais à Montmartre, dans un petit studio que nous appelions la Garçonnière. Et le téléphone sonne, c'était le secrétaire qui me dit « Alain, Nat avait des rendez-vous aujourd'hui et il n'est pas là, il n'est pas venu. Et il n'a pas appelé. » Mais j'ai dit « Mais vous l'avez vu quand même vendredi et samedi ?» Non. La jeune fille qui assurait le secrétariat le week-end, elle a dû décommander les rendez-vous du samedi parce qu'il n'était pas là. À son tour, Alain s'inquiète. Il demande aux voisins d'aller jeter un coup d'œil. La porte du pavillon de Nathaniel n'est pas fermée à clé. La lumière est allumée dans l'entrée. Au rez-de-chaussée, personne. Donc ils sont montés, ils m'ont décrit ce qu'ils ont vu en haut. Dans la chambre du mage, c'est une scène d'horreur. Dans la violence de la nouvelle, bien sûr, j'ai dit à ses voisins « Appelez la police, j'arrive ». Nathaniel gît sur son lit, dans une mare de sang. Le corps est allongé sur le ventre, sur un lit qui occupe la majeure partie de cette petite pièce. Les mains sont jointes dans le dos et les chevilles sont entravées par une cordelette avec 2 nœuds de marin. Le mage est entièrement nu, à l'exception de la tête. Il y a une cagoule en cuir noir avec une tirette dans la nuque, des orifices pour les yeux, le nez, la bouche et une grande mare de sang autour de la tête. Le corps est déjà abîmé. La mort semble remonter à plus de 24 heures. Ils m'ont demandé de venir reconnaître le corps, bien sûr. Vous avez vu, il avait une cagoule sur la tête. Moi, je ne l'avais jamais vu comme ça, bien sûr. Une cagoule en cuir. C'était un gros choc parce que la vie d'un être qu'on apprécie, avec qui on est très liés. Les policiers procèdent aux premières constatations. Nous fouillons le pavillon. Nous constatons un désordre indescriptible dans toutes les pièces, du linge sale, de la nourriture. La vaisselle n'est pas faite, il y a la vaisselle de plusieurs jours, mais à aucun moment nous ne voyons de traces de lutte. Seule la tête de lit est couverte de sang. Des vêtements traînent par terre.
À côté du lit, les policiers remarquent une mallette, ouverte. À l'intérieur, un godemiché et du gel lubrifiant. L'autopsie est réalisée dès le lendemain. Elle révèle que Nathaniel a eu le crâne défoncé par un objet lourd avec des arêtes vives. Vraisemblablement, 7 coups très violents ont été portés sur le côté droit du visage, au niveau de l'os temporal, et a entraîné une mort quasi immédiate. L'autopsie ne permet pas de dater précisément la mort du mage. Commandant Jean-Marie Zara, vous êtes chef de groupe à la brigade criminelle de Paris et vous êtes en charge de cette affaire. Quelles sont vos premières pistes? Chaque nouvelle scène de crime provoque des interrogations. S'agit-il d'un crime de rôdeur, un cambriolage qui a mal tourné, une affaire en lien avec l'entourage? Dans ce cas de figure, c'était plus particulier puisqu'on était face à une scène d'une extrême violence qui ne laissait aucun doute quant à la nature apparemment homosexuel, ou en tout cas sadomasochiste de cet individu. Et à cette époque, à Paris, il y a pas mal de meurtres d'homosexuels, non? C'est ça? Voilà, en effet. Les statistiques, à l'époque, démontraient qu'il y avait beaucoup de meurtres d'homosexuels provoqués par ce qu'on appelait les truqueurs. Ce sont des gens qui se faisaient passer pour homosexuels pour attirer la confiance de leurs futures victimes. Ils avaient ou non des relations avec elles, et ensuite, ils les tuaient pour les voler. Dans ce cas de figure, apparemment, ça ne semble pas être le cas, puisqu'on n'a pas de traces de vol. Et quand nous rencontrerons celui qui partage sa vie, il nous dit « je ne vois pas ce qui a été volé », on a pensé immédiatement que ce n'était pas un truqueur, bien évidemment. Que savez-vous à ce moment-là de la victime? Alors, Nathaniel, c'est un personnage connu. Il avait donc un cabinet de voyance dans le 9e arrondissement. Et d'après ce que nous raconte son partenaire, ils vivaient ensemble depuis de très nombreuses années, mais ils avaient des mœurs plutôt libérées. Ils avaient des partenaires multiples, bien que son partenaire l'ait souvent mis en garde, parce que, justement, il ne pouvait pas savoir avec qui il aurait des rapports. Gilbert Duquesnoy est devenu le mage Nathaniel dans les années 70. Il avait d'abord essayé de percer dans la chanson, puis il s'était découvert des dons de voyance. C'était devenu son métier. Il écrivait des livres de prédictions. Et au début des années 80, il a tenté sa chance à la radio. C'était l'époque des radios libres, en 1981. Et de lui-même, il a téléphoné à des stations de radio libre en leur disant « je vous propose une émission de voyance en direct ». Il était très populaire. Il faisait beaucoup d'émissions le soir où il faisait des voyances. Et surtout, ce qui lui plaisait, c'était de faire le tour de France sur les plages. Le grand maître de la voyance est là. Il est de plus en plus bronzé, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est Nathaniel. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Pendant l'été 88, Nathaniel est à l'antenne tous les après-midi. Dans une émission estivale très populaire, son titre, 40 degrés à l'ombre de la Troie. Sur le plan scolaire. Normalement, si vous voulez, il y a un côté créatif chez lui qui va plus vers le dessin ou la peinture. Encore une personne. Le mage est à l'apogée de sa gloire. Il rencontrait énormément de gens, il rencontrait les artistes, et il était toujours dans ce milieu, et il existait là. Puis alors on l'invitait surtout dans beaucoup d'émissions qui traitaient par exemple de la voyance. C'était une caution d'avoir la présence et l'opinion de Nathaniel. Nathaniel avait ouvert un cabinet de voyance à Paris. En 1990, l'année de sa mort, il était à la tête d'une petite entreprise florissante. Ça fonctionnait bien, on a fait les travaux, j'essayais de mettre en place la gestion, les courriers aussi. Il y avait beaucoup de courriers qu'il fallait trier, qu'il fallait répondre, donc il y avait des personnes qui répondaient. Il avait voulu faire des voyances par Minitel, il y avait un roulement de voyants qui venait toute la journée. Alors lui, il supervisait. Des clients dans toute la France, des gens qu'il rencontre, d'autres à qui il prédit l'avenir par correspondance. Et s'il s'était trompé un jour? Quelqu'un aurait-il voulu se venger d'une prédiction malheureuse? Les policiers ont encore trop de fils à tirer dans cette vie sociale, aussi riche qu'originale. Alors, ils commencent par retracer l'emploi du temps du mage.
Le vendredi 19 octobre 90, Nathaniel a quitté son cabinet vers 18h30. Il comptait rentrer directement chez lui, à Champigny-sur-Marne. Mais depuis, plus personne n'a eu de nouvelles. Pourtant, beaucoup de monde a essayé de le joindre ce week-end-là. Son répondeur téléphonique était saturé de messages quand on a découvert son corps le lundi suivant. Nathaniel n'a pas écouté son répondeur, effectivement, depuis le vendredi soir. L'on en déduit que les faits se sont vraisemblablement produits dans la nuit du 19 au 20. Ce week-end-là, Nathaniel devait le passer seul. Son compagnon était parti en Bretagne pour quelques jours. Le mage n'avait parlé à personne d'un éventuel rendez-vous. Mais quand le compagnon de Nathaniel est arrivé au pavillon après la découverte du corps, il a tout de suite remarqué les restes d'un repas dans la cuisine. Et une bouteille de vin, vide, un grand cru. Apparemment, il y avait eu un dîner. Donc, pendant mon absence, il y avait eu un dîner de Nat et quelqu'un d'autre, que je ne connaissais pas, bien sûr. Sur les verres, sur la bouteille de vin, les policiers relèvent de nombreuses empreintes. Celle du mage, évidemment, mais aussi celle d'un homme dont l'entourage de Nathaniel a tout de suite parlé aux enquêteurs. Un certain Crocodile, un amant dont il avait beaucoup de mal à se défaire. C'était un personnage qui était gigolo, qui a pris beaucoup d'argent à des chanteurs célèbres. Ce Crocodile, Nathaniel l'avait dans la peau. Le mage se doutait bien qu'il n'en voulait qu'à son argent, mais il n'arrivait pas à lui résister. C'était un prédateur. C'est pour ça qu'il l'avait surnommé Crocodile. Il disait il a les dents longues. Quelques mois avant sa mort, Nathaniel avait écrit un livre de souvenirs. Il y parlait de Crocodile en des termes très durs. Il le décrivait comme un escroc, capable de tout pour extorquer de l'argent. Le voyant était même allé beaucoup plus loin dans des confidences très intimes qu'il avait faites à son assistant. Nathaniel aurait appris qu'il était séropositif et il s'était vanté d'avoir transmis volontairement cette maladie, enfin le virus, à Crocodile. Il disait que n'importe comment, je vais lui filer. Comme ça, ce sera ma vengeance. Cette liaison aussi passionnelle qu'encombrante inquiétait Daniel Fiolet. Le Crocodile a été violent verbalement et même quelquefois menaçant quand il venait au cabinet. Alors quand on a retrouvé Nathaniel assassiné, je me suis dit, il a peut-être dépassé les bornes. Les policiers de la crime veulent entendre rapidement ce Crocodile. Quelques heures à peine après la découverte du corps de Nathaniel, ils le convoquent au 36 quai des Orfèvres. Il reconnaît être venu au pavillon, mais avant les faits, donc avoir vu Nathaniel en vie. C'était le mercredi, 2 jours avant la mort du mage. Crocodile est arrivé vers 20h à Champigny-sur-Marne. Il a dîné avec Nathaniel, il a couché là et il est reparti le lendemain matin. Après ça, il ne l'a plus revu. Quant à la nuit du crime, Crocodile nous dit qu'il était avec une amie et que ils sont restés tous les deux et cette amie confirme cette déclaration. Crocodile a un alibi. Quelques jours plus tard, les policiers de la crime apprennent que la PJ de Versailles enquête sur une affaire qui présente des similitudes avec celle du mage. Une affaire qui a démarré une semaine plus tôt, le 12 octobre. Ce jour-là, la PJ de Versailles a été appelée au port de Plaisance de Draveil dans l'Essonne. On venait de trouver un cadavre dans un sous-bois. C'est un pêcheur qui a découvert le corps aux environs de 10h le matin, en bordure de Seine. Le corps est sur le ventre, bâillonné avec un foulard de femme. Les mains sont attachées dans le dos avec de la ficelle. Le slip est baissé, il est entièrement nu.
Et en retournant le corps, on constate aussi qu'un morceau de ficelle entoure les testicules de la victime. La tête est recouverte d'un pantalon. Lorsque les policiers l'enlèvent, ils constatent que le crâne est ensanglanté. Une veste est accrochée à une branche tout près du corps. Elle ne contient aucun papier. À terre, les policiers remarquent de la ficelle du même genre que celle qui entrave les mains de la victime. À quelques mètres de là, ils trouvent une grosse pierre. À côté, des traces de sang. Lorsque vous avez une grosse pierre comme ça qui est là depuis longtemps, donc il y a une empreinte et tout, tandis que là, c'est pas du tout le cas. C'est comme si elle avait été déposée récemment. En dessous, il y a du lierre, il y a de la verdure. Cette pierre semble provenir des berges de la Seine, donc à plusieurs mètres de là. On constate la présence d'autres pierres, notamment un trou d'où elle paraît provenir. Sur le parking du port de Plaisance, à environ 1 kilomètre de la scène de crime, les policiers repèrent une voiture. Ce qui nous fait penser que c'est la voiture de la victime, c'est que ce véhicule a été déjà vu la veille par des témoins, par des riverains. Ce véhicule est en partie ouvert et il est abandonné sur place. On fait forcément le rapprochement. Dans cette voiture, on note la présence d'une carte grise au nom de Paul Bernard, domicilié à Issy-les-Moulineaux. Nous nous rendons donc au domicile de Paul Bernard. Nous faisons la connaissance de sa maman, qui est une femme d'environ 80 ans. Nous nous présentons une photo du corps qu'elle reconnaît formellement comme étant son fils Paul Bernard. Paul Bernard avait 46 ans. Il était agent d'assurance, un homme sans histoire apparemment. L'autopsie a lieu le jour même à l'Institut médico-légal de Paris. Elle conclut que Paul Bernard est mort la veille, le 11 octobre, probablement dans l'après-midi. La victime est décédée des suites d'une asphyxie. Paul Bernard a sûrement été étranglé. Mais il présente aussi de nombreuses fractures du crâne. La PJ de Versailles se penche aussitôt sur la vie de cet homme. Il vivait donc seul avec sa mère retraitée dans un 2 pièces ici les Moulineaux, et on ne peut pas dire que c'était la grande vie. On apprend donc qu'il n'est pas marié, sa maman le surnomme Saint-Paul, et ainsi que sa famille, parce que c'est quelqu'un qui a une vie lisse, qui sort très peu. Je ne lui ai jamais connu de relation amoureuse parce que nous n'en parlions pas. Paul Bernard restait très discret sur sa vie privée. Sa famille et ses amis ne savaient pas non plus grand-chose de sa vie professionnelle. Représentant en assurance, il avait des horaires libres. Les policiers reconstituent donc son emploi du temps. Madame Bernard dit que son fils Paul Bernard a quitté le domicile le 11 octobre 1990 entre 13h30 et 14h pour aller à un rendez-vous avec une personne qu'elle ne connaît pas. Quelques heures plus tard, il était mort. Les policiers veulent savoir avec qui il avait rendez-vous. Ils fouillent son bureau, ils trouvent un agenda, mais il date de l'année précédente. Ils l'examinent quand même, à l'intérieur, des codes d'accès à des messageries roses homosexuelles, des prénoms masculins avec des numéros de téléphone, des pseudos. Sur une boîte de cigarillos, une inscription attire leur attention. 3615, code torso. Avec un pseudo évocateur, Exhib Voyard. Apparemment, Paul Bernard était homosexuel et adepte des rencontres par Minitel, un adepte fervent. C'est une consommation immodérée du Minitel, à savoir que nous découvrons quand même des factures de l'ordre de 25 000 francs pour l'époque, tous les 2 mois. Les relevés détaillés des connexions au 3615 sont effectivement impressionnants. Paul Bernard pianotait sur son Minitel tous les jours, pendant des heures. Je me dis que le Minitel rose qui a occupé ces soirées, certainement, l'a emmené là où il avait quelque chose pour lui d'inconnu, de nouveau, qui changeait de sa vie, disons, de tous les jours. Les policiers reprennent l'agenda trouvé dans le bureau de Paul Bernard. Il y notait scrupuleusement tous ses rendez-vous. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne manquait pas de contact masculin.
La PJ convoque ces hommes, ils ont tous un alibi. Mais du coup, les policiers en savent un peu plus sur les fantasmes de la victime. En contactant ces gens-là, il s'avère que Paul Bernard multipliait les relations homosexuelles avec des rapports de soumission, c'est-à-dire qu'il se faisait attacher, ligoter et se livrer à des attouchements sexuels lors des bas vraiment particuliers, quoi. Paul Bernard a différents pseudos dans différentes messageries, du style assez évocateur, H-Poilu 75 ou H-Poilu 75 à soumettre ou à exhiber. Les policiers sont maintenant persuadés que le jour de sa mort, Paul Bernard avait rendez-vous avec un homme contacté par Minitel. Un rendez-vous à caractère sexuel qui a mal tourné. Paul Bernard faisait preuve quand même d'une certaine imprudence parce qu'il se liait assez rapidement avec des individus qu'il connaissait depuis très peu de temps et se livrait à la merci d'un agresseur potentiel. Commandant Zara, vos collègues de Versailles vous ont contacté. Pourquoi ont-ils pensé que l'affaire de la base nautique pouvait vous intéresser ? Ils nous ont appris qu'ils avaient contacté la messagerie CQG Trave, sur le Minitel Rose, à l'époque il n'y avait pas encore Internet, où on leur avait appris qu'un personnage dont le pseudo était JH Poilu avait reçu de Nathaniel, en tout cas le numéro de téléphone qui apparaissait était celui du cabinet de voyance, un message lui disant qu'il était libre le vendredi soir, le samedi et le dimanche. Mais est-ce qu'à ce stade, vous pouvez envisager le rapprochement judiciaire entre les deux meurtres ? C'est trop tôt, trop prématuré. On n'a pas de lien objectif. Il faut rester pragmatique. On convient de se renseigner mutuellement si on a des éléments d'un côté ou de l'autre en faveur de cela. Et on va commencer, à partir de cette indication, à travailler sur la messagerie CQG Trave. Et bien évidemment, on va découvrir que Nathaniel trafiquait beaucoup cette messagerie, également sur une autre. Une semaine après la mort de Nathaniel, les policiers de la brigade criminelle de Paris interrogent de nouveau son assistant. Daniel Fiolet leur confirme que Nathaniel avait effectivement une passion pour les messageries roses. Une passion ruineuse même. La dernière facture que l'assistant a payée était salée, 16 000 francs, près de 2 500 €. Pour Nathaniel, le Minitel était important parce qu'il était anonyme et il pouvait endosser une personnalité quelle qu'elle soit. Ça, pour lui, c'était important. Et la facilité, bien sûr, de rencontrer beaucoup de personnes. Il faisait ça, bien sûr, quand j'étais pas là. Ce sont des rencontres superficielles et sans lendemain. Donc, c'est pas des choses qui comptaient dans sa vie. Ça comptait sur le moment, puis après, c'était fini. Donc, tout ça, moi, je ne savais pas. Chaque soir, quand son compagnon n'était pas là, Nathaniel s'installait devant son Minitel. Il y passait des heures. Il était inscrit sur plusieurs messageries homosexuelles. Son surnom, c'était Daisy. Son fantasme, la soumission. Il allait sur des messagers sadomasochistes et, bon, d'après ce qu'il me disait, c'était des messageries qui étaient violentes, puisque c'était toujours dans la violence, avec des instruments, des choses comme ça. Puisqu'une fois, j'avais trouvé au cabinet, il y avait des menottes, il y avait des gants, il y avait tout un tas de choses. Et je lui ai dit qu'il valait mieux pas que ces choses-là soient ici. Le dernier message laissé par Nathaniel sur une messagerie sadomaso date du vendredi 19 octobre à 2h du matin, quelques heures avant sa mort. Un message qui était destiné à un certain JJH Poilu. Nathaniel lui avait proposé une rencontre le soir même ou plus tard dans le week-end. Les policiers recherchent ce JJH Poilu. Mais avec le Minitel, ils ne disposent que de son pseudo. David André, on sait que Nathaniel a laissé un message et qu'il a aussi laissé son numéro de téléphone sur une messagerie rose homosexuelle à un certain JJH Poilu. Vous, à l'époque, vous êtes policier à la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres et vous allez vous intéresser à ces fameuses messageries roses sur Minitel.
Absolument. On a contacté les sociétés de messagerie et on s'est renseigné sur le fonctionnement exact de ces messageries. En ce sens où on a appris un petit peu comment ça fonctionnait. Une personne allait sur une messagerie, se créer un compte avec un pseudo, prenait un mot de passe et grâce à cette messagerie, il pouvait soit dialoguer en direct avec d'autres personnes connectées en même temps, soit avoir un système de boîte aux lettres dans lequel il laissait des messages, il recevait des messages et pouvait aller les consulter. Est-ce qu'il est possible de connaître l'identité de JJH Poilu à partir de cette messagerie Minitel? Non, malheureusement, à l'époque, on pouvait aller sur le compte de Nathaniel ou celui de JJH Poilu, on pouvait avoir ce qu'il y avait dans les boîtes aux lettres, mais on ne pouvait pas, d'une part, avoir les connexions en direct, savoir quand les personnes étaient connectées, avoir les dialogues en direct, et d'autre part, on ne pouvait pas remonter à l'endroit de connexion. On ne pouvait avoir que ce qu'on appelait à l'époque un PAVI, un point d'accès vidéo, qui correspondait à une ville ou une région dans laquelle la personne était. C'est tout ce qu'on ne pouvait avoir, techniquement. Donc vous n'avez pas l'identité de JJH Poilu, en revanche, vous avez tout le contenu des boîtes aux lettres de Nathaniel et de JJH Poilu. Absolument, et ce qui est très intéressant, parce que sur ces boîtes aux lettres, il y a comme dans un message classique, rappelle-moi, bonjour, etc., un simple message, mais parfois certains messages avaient d'autres indications plus précises. Sur la messagerie de Daisy, qui était le pseudo de Nathaniel, il y avait un message de JJH Poilu avec un numéro de téléphone, et en faisant identifier simplement ce numéro, on a eu le nom et l'adresse de JJH Poilu. 10 jours après la mort de Nathaniel, les policiers peuvent enfin entendre JJH Poilu. C'est un jeune homme de 22 ans, un musicien qui pianote sur le Minitel à ses heures perdues. Alors il nous raconte qu'il va fréquemment sur les messageries roses du Minitel, il le reconnaît, que cela le fait fantasmer, mais qu'il ne passe pas à l'acte. Ce que JJH Poilu préfère, ce sont les messageries homosexuelles, surtout le 3615 CQG, où il se souvient très bien avoir dialogué avec un certain Daisy. Il reconnaît avoir eu un contact le 19 octobre avec Daisy, donc Nathaniel. C'était en fin d'après-midi. JJH Poilu et Daisy, enfin Nathaniel, ont dialogué en direct. Le mage avait très envie de faire sa connaissance. JJH Poilu a accepté un rendez-vous pour le dimanche suivant. Mais il affirme qu'il n'avait aucune intention de s'y rendre. Et le vendredi soir, celui du crime, le jeune homme a dîné au restaurant avec des amis. Donc nous vérifions ses alibis, les déclarations, tout coïncide, il est mis totalement hors de cause. Pour les policiers, la piste du Minitel n'est toutefois pas refermée. Dans les semaines qui ont précédé sa mort, Nathaniel avait reçu ou envoyé des dizaines de messages. Alors les policiers plongent dans le monde interlope des âmes noires, des fesseurs et autres maîtres dominateurs. Les services de messagerie nous avaient donné ce qu'on appelait des pseudos d'espionnage, où on pouvait aller contacter les gens et on pouvait aller voir leur boîte aux lettres de messagerie. Les policiers s'intéressent aussi aux habitués des messageries roses, dont les pseudos sont suffisamment évocateurs. Nous surveillons en permanence les personnes qui sont susceptibles d'être des dominateurs, sadomaso, sur le réseau Minitel. Parfois, l'un d'eux laisse ses coordonnées sur une boîte aux lettres. Il est aussitôt convoqué par la brigade criminelle de Paris. Au 36, les suspects défilent dans un étrange balai qui ne mène à rien. L'affaire Nathaniel n'avance pas, celle de la base nautique non plus. Et 1 an après ces 2 meurtres, le 8 octobre 91, un autre homosexuel est agressé. Comme le mage, dans le Val-de-Marne. Ce sont les policiers du commissariat de Villeneuve-Saint-Georges qui ont été prévenus. Un homme a été découvert chez lui dans une mare de sang. Il est sur le ventre, nu. Il est laissé pour mort a priori, mais il est vivant. L'homme est conscient, mais il est incapable de répondre aux questions des policiers. Il bouge à peine, il essaie visiblement de se protéger sous sa couette. On le conduit à l'hôpital le plus proche pendant que les policiers inspectent la maison. Devant la porte de la salle de bain, ils trouvent une serviette de toilette ensanglantée. Et dans le salon, il y a du sang dans le canapé, il y a du sang partout sur les meubles. Un abat-jour est renversé par terre, à côté du pied de lampe.
Et on constate des nettes traces de sang sur ce pied de lampe en pierre. Les policiers trouvent aussi des vêtements ensanglantés. Et puis, des objets étranges. On trouve tout d'abord une chaînette munie de pinces, qu'on appelle pince pour sein. Il y a aussi un masque de sommeil. Et 2 bracelets en cuir, avec un système d'attache en anneau. Des accessoires sadomaso, mais pas de traces de rapport sexuel. Une scène de crime qui ressemble beaucoup à celle du meurtre de Nathaniel. Les policiers préviennent tout de suite le quai des Orfèvres qui récupère l'affaire. 3 jours plus tard, la victime est en état d'être entendue par les policiers. C'est un fonctionnaire de Villeneuve-Saint-Georges qui ne cache pas son homosexualité. La victime ne se souvient pas précisément de son agression, mais ce dont elle est sûre, c'est qu'elle a rencontré son agresseur sur une messagerie homo. La victime nous dit qu'elle abuse même de l'usage du Minitel à son travail pour essayer de nouer des relations et avoir des contacts. Son pseudo, c'est Autre chose. Sa petite annonce cherche autre chose que du sexe, complicité, tendresse et pourquoi pas de l'amour. Le matin de son agression, la victime s'est connectée à une messagerie rose. Un homme l'a contactée. Il aurait pour pseudo quelque chose du genre domine, domain, domi. Autre chose a dialogué quelques minutes avec ce domine ou domain. Il l'a trouvé sympathique. Il lui a communiqué son numéro de téléphone au domicile, des fois que. Le soir même, ce domine l'a appelé. Il lui a proposé de passer le voir. La victime a accepté. Domine est arrivé 3 quarts d'heure plus tard. Ils ont bu un verre, parlé de choses et d'autres. Le visiteur donne quelques détails sur sa vie professionnelle à la victime. Il précise entre autres qu'il est photographe dans des journaux spécialisés dans le monde de la voile. Mais très vite, Domine a changé de conversation. Le visiteur indique qu'il aime bien les pratiques sadomaso et qu'il a dans son sac des ustensiles. Domine a ouvert le sac qu'il avait apporté avec lui. Il en a sorti 2 poignets en cuir. Alors, il lui propose de passer les poignets et de l'attacher, mais la victime ne souhaite pas. Le visiteur insiste. D'un seul coup, la victime a l'impression d'avoir un choc électrique sur la tête et il perd connaissance. L'homme ne peut pas en dire plus aux policiers, mais il est capable de décrire son agresseur. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années, 1m75 environ, sans barbe ni moustache. Et bon, ce sont les quelques indications que donne la victime, mais il précise qu'il est en mesure de le reconnaître. La victime fournit aussi un élément très important. Une sacoche en cuir lui a été dérobée. Dans cette sacoche, il y avait un chéquier, ses papiers d'identité, carte d'identité, passeport, permis de conduire. La crime place aussitôt les chéquiers volés sous surveillance. Un mois plus tard, la banque appelle. Un chèque volé a été utilisé dans un magasin de matériel vidéo. Un client a acheté une table de montage et un magnétoscope quelques jours auparavant. En achetant cette table de montage, l'auteur des faits avait dit « j'ai déjà un caméscope ». Ce caméscope, c'est un modèle bien particulier pour faire des prises sous-marines. Le client souhaitait que la table de montage soit compatible avec ce caméscope. Le matériel coûte cher, près de 15 000 francs. Le vendeur qui a vendu le matériel vidéo, et effectivement, il a dit, comme c'était un achat important, j'ai procédé comme à chaque fois à la photocopie de la pièce d'identité. Le client a donné son permis de conduire au vendeur. C'est celui du fonctionnaire de Villeneuve-Saint-Georges. Mais ce n'est pas sa photo, c'est celle de l'acheteur. Et la banque apprend aux policiers que quelques heures plus tard, un autre chèque volé a été utilisé dans un autre magasin vidéo. La scène a été filmée, c'est le même client.
On a sa photo, on a un exemplaire de son écriture, on a quelques images prises sur une caméra de surveillance vidéo dans le magasin de vidéo. On commence à cibler bien notre individu. Commandant Zara, vous allez faire le rapprochement avec une 4e histoire. En effet, le hasard a fait que le groupe voisin du mien, celui de Michel Bustamante, avait été saisi 3 semaines environ après l'affaire Nathaniel, du meurtre d'un chef d'entreprise dans le 6e arrondissement. Et c'est quand j'ai vu la photographie, la scène de crime, que ça a fait tilt. On voit un homme allongé sur le sol, comme Nathaniel. Il a les mains dans le dos, mais les mains ne sont pas liées. Donc là, il y a 3 meurtres, une agression, des modes opératoires similaires. Et est-ce que vous pensez à ce moment-là que vous avez affaire à un seul et même meurtrier? Pour moi, Nathaniel, le chef d'entreprise, et la dernière victime étaient liés. On a des scènes de crime qui se ressemblent étonnamment. La coïncidence est trop troublante pour que ce soit vraiment le fait du hasard. C'était un samedi matin, le 17 novembre 90, dans le 16e arrondissement de Paris. Le patron d'une petite entreprise de décoration murale a été retrouvé mort dans son arrière-boutique. Cet homme était tout nu, il était donc juste avec ses chaussettes noires, il était allongé, recroquevillé, les mains dans le dos. Donc c'était un peu plus particulier de voir un PDG, disons nu, mais pas nu outillé. L'homme avait des chaînettes autour de la taille et du sexe. Il était couché sur le ventre. Et à côté, il y avait un sac dans lequel il y avait, on a retrouvé tous ces objets, des pinces, des aiguilles, des anneaux, toute une panoplie de sadomasochistes. L'autopsie a révélé que l'homme a eu le crâne fracassé. Il a subi force violence sur la tête, des coups mortels. Le même mode opératoire que pour Nathaniel, et là encore, pas de traces de rapport sexuel. Dans le bureau du PDG, des chéquiers et des cartes bancaires avaient aussi été volés, comme chez le fonctionnaire de Villeneuve-Saint-Georges. Les policiers de la crime avaient mis les chéquiers en observation et quelques jours après la mort du jeune patron, un chèque volé avait été utilisé. On n'a pas pu savoir qui avait émis ce chèque. Par contre, on a pu déterminer où il avait été émis. C'était dans un magasin à Paris, la Fnac. Et dans ce magasin avait été acheté un caméscope qui coûtait cher, qui était spécial, puisque c'était un caméscope qui était spécialisé pour aller dans l'eau. Un caméscope sous-marin. L'inconnu qui a acheté un magnétoscope et une table de montage avec les chèques volés aux fonctionnaires de Villeneuve-Saint-Georges a dit au vendeur qu'il possédait ce type de caméra. Et si c'était le même homme? On a pu comparer les 2 chèques et donc effectivement, sans être graphologue, sans être technicien, on s'est rendu compte que c'était la même écriture sur les 2 chèques. 3 morts et un assassin qui raconte son travail pour des revues nautiques. Ces magazines, il n'y en a qu'une petite dizaine. Les policiers ont vite fait le tour des rédactions. Coup de téléphone un vendredi, un inspecteur de police nous appelle en disant ben voilà, on est à la recherche de quelqu'un, on a des photos, on a tout lieu de penser qu'il travaille pour des revues nautiques, vous l'avez peut-être rencontré ou croisé. Le journaliste reçoit cet inspecteur le jour même. Il a un cahier avec lui. Il me regarde d'un air très sérieux et me dit voilà, ce que vous allez voir dedans, c'est quelqu'un qui a commis des choses graves. Et à ce moment-là, il ouvre le cahier où se trouvaient les photos en question. Je vois, je fais « Ah, Rémi !» L'homme s'appelle Rémi Roy. Il a une 30aine d'années. Commandant Zara, vous avez à ce moment-là un nom, Rémi Roy. C'est un homme connu de vos services, il a un casier? Pas du tout. C'est un individu totalement inconnu des services de police. En plus, quand on fait son profil, on s'aperçoit que sa compagne, la mère de ses enfants, est assujettie à l'ISF. A priori, donc, n'a pas de besoin matériel, financier. Donc, il n'a pas du tout le profil d'un tueur ou de quelqu'un qui est animé par l'esprit de lucre. Mais qu'est-ce que vous apprenez d'autre sur lui? On va consulter ses facturations détaillées, on va s'apercevoir qu'il fait un usage très abondant du Minitel.
Et là, ça fait tilt parce qu'on va tout de suite retrouver le numéro de téléphone de Nathaniel, le numéro de téléphone de notre dernière victime, donc le doute n'est plus possible. Et à ce moment-là, vous décidez d'interpeller? On décide de l'interpeller, on avait tous les éléments en main, tous les éléments de preuve. Et comment se passe l'interpellation? Dès qu'on rentre dans l'appartement, tout de suite, il nous indique sa parka en disant « Je sais pourquoi vous venez, ça se trouve là-dedans ». Qu'est-ce qu'on trouve dans la parka? On trouve un chéquier de sa dernière victime et le permis de conduire avec sa photo. Par contre, il nous dit que le chéquier et les papiers, il s'est trouvé dans une sacoche, dans le 15e arrondissement. Il est toujours un petit peu en retrait, il n'avoue pas franchement. Donc il est placé en garde à vue et vous commencez par l'affaire Nathaniel. Il avoue tout de suite, qu'est-ce qu'il dit? Il a reconnu avoir rencontré Nathaniel, mais pour des raisons professionnelles, et ce, au cours de l'été précédent, donc l'été 90. Il reconnaît avoir agressé Nathaniel, il dit « Je l'ai agressé et je suis parti de chez lui ». Il était encore vivant. Au 36, Rémi Roy raconte qu'il a une petite société de production. Il fait des films promotionnels et c'est pour démarcher de nouveaux clients qu'il s'est rendu au Salon de la Voyance. Là-bas, il a discuté longuement avec Nathaniel. Le mage semblait intéressé par une vidéo publicitaire. Roy lui a proposé de préparer un devis. Quelques semaines plus tard, en octobre, il ne se souvient plus de la date exacte, il est allé voir le mage dans son pavillon de Champigny-sur-Marne. C'était en début de soirée. Rémi Roy s'est rendu chez Nathaniel pour parler affaires et ils discutent autour d'un verre. Ils discutent de la réalisation du film selon les déclarations de Rémi Roy. Puis d'après Rémi Roy, le mage a brusquement changé de conversation. Il lui a carrément fait des avances. Nathaniel lui met la main sur la jambe et il lui propose de voir des films vidéo. Et Nathaniel a aussitôt enclenché le magnétoscope. C'était un film porno, des scènes de sexe entre deux hommes. Rémi Roy raconte qu'à ce moment-là, il a voulu partir, mais le mage l'a retenu. Il voulait lui donner un exemplaire de son livre et il a proposé d'aller le chercher dans sa chambre. Rémi Roy semble mal à l'aise, mais il accepte quand même de monter à l'étage. Et là, Nathaniel lui propose un scénario. Un scénario plutôt étonnant. Nathaniel aurait sorti d'un sac une robe à franges et une perruque blonde. Il voulait se travestir en prostituée du Bois de Boulogne et que Rémi Roy le frappe. Roy a refusé. Nathaniel s'est éclipsé quelques instants dans la salle de bain. Quand il est revenu, il était nu, une cagoule sur la tête. Rémi Roy ne supporte pas cet accoutrement, cette cagoule en cuir avec les yeux, les perforations pour les yeux, le nez, la bouche. Roy est devenu fou de rage. Il a cogné le mage avec ses pieds, avec ses poings. Nathaniel a basculé sur le lit et Roy a attrapé le premier objet qui lui est tombé sous la main, dit-il. Un marteau. Il a frappé Nathaniel sur la tête. Le policier lui précise qu'on a retrouvé le mage avec les chevilles attachées. Alors Roy explique qu'il s'est senti agressé. En plus des coups, il a voulu humilier le mage. Il a pris du scotch et il lui a ligoté les chevilles. Ensuite, il a changé d'avis. Il a trouvé une corde dans une cagette, il a enlevé le scotch et il a ficelé Nathaniel. Mais Roy en est sûr, il n'a pas tué le mage. Il dit qu'il prend le pouls de Nathaniel, que Nathaniel est vivant et qu'il ne l'a pas tué. Puis Roy raconte qu'il s'est senti enfin calmé. Il a quitté le pavillon, mais il a pris quelques précautions. Il pense à prendre le verre sur lequel il a laissé ses empreintes digitales, à prendre l'agenda, à prendre les carnets d'adresses et à faire disparaître toute trace pouvant permettre de remonter jusqu'à lui. Après le meurtre du mage, c'est celui de la base nautique qui intéresse les policiers. La PJ de Versailles prend le relais. Paul Bernard a été retrouvé nu et ligoté au port de Draveil. La PJ pense qu'il avait rencontré son agresseur par Minitel. Elle veut maintenant savoir s'il s'agit de Roy.
Rémi Roy nous indique que c'est par jeu qu'il use du Minitel, et notamment la messagerie rose, et que c'est Paul Bernard qui, en fait, l'avait contacté pour une première rencontre. Rémi Roy nie farouchement être homosexuel, mais il explique qu'il a accepté quand même de rencontrer Paul Bernard, comme ça, pour discuter. C'est Roy qui a fixé le rendez-vous au port de plaisance de Draveil. Il a parlé de choses et d'autres avec Paul Bernard, puis là encore, la discussion a dérivé sur le sexe. Paul Bernard avait indiqué qu'il était exhibitionniste et qu'il pouvait se revoir le cas échéant. Une semaine plus tard, Rémi Roy est revenu au port de plaisance. Il venait se balader à vélo et par hasard, dit-il, il a revu Paul Bernard sur le parking. Ils ont échangé quelques mots et puis Paul Bernard l'a entraîné dans le sous-bois. Rémi Roy accepte de suivre Paul Bernard qui avait proposé de s'exhiber, sans plus. Les deux hommes arrivent dans un endroit isolé. Et là, Rémi Roy prévient Paul Bernard. Il veut bien regarder mais pas toucher. Rémi Roy explique que Paul Bernard s'est déshabillé méticuleusement, qu'il a voulu être bâillonné et qu'il s'est mis un lien autour des bourses. Ensuite, Paul Bernard a voulu que Roy lui attache la main à un arbre avec de la ficelle. Rémi Roy a fait comme il voulait. Et là, Paul Bernard s'est frotté contre lui et il lui a pris la main pour se faire caresser. À un moment donné, Rémi Roy a vu rouge et s'est mis à le frapper. Paul Bernard est tombé, il s'est cogné la tête sur une pierre. Rémi Roy est parti précipitamment. Là encore, il affirme aux policiers que Paul Bernard était toujours vivant. Reste la troisième affaire, celle du chef d'entreprise. Et là encore, Rémi Roy affirme qu'il a rencontré cet homme dans le cadre de son travail, lors d'un salon de décoration. Un samedi matin donc, Rémi Roy s'est rendu au bureau du jeune patron dans le 16e arrondissement de Paris. Il venait lui présenter un devis pour un film vidéo. Rémi Roy donc arrive, la porte lui est ouverte par notre victime qui le reçoit bizarrement. À savoir que, vêtu d'un imperméable, je crois, Burberry's, mais un petit peu comme l'image des exhibitionnistes, c'est-à-dire que l'imperméable est nu en dessous. D'après Rémi Roy, l'homme a immédiatement ouvert son imperméable. Il avait un système de chaînettes autour du sexe. Roy dit estomaqué, presque choqué dans sa vertu, son honneur, se dit dans quel pétrin me suis-je mis, et furieux, assène, je crois, un coup de boule. Roy a poussé le patron dans l'arrière-boutique et l'a roué de coups. Notre victime tombe au sol et comme inconsciente. Rémi Roy dit, pris de panique, pantois, j'étais toujours énervé, je ne sais plus quoi faire, machinalement, on va prendre une sorte de gros robinet métallique. Roy a frappé à plusieurs reprises sur la tête. Mais là encore, il nie l'avoir tué. Persuadé qu'il était vivant, il lui a volé un fax et un chéquier. Il voulait l'embêter. Quant à la quatrième victime, le fonctionnaire qui a survécu, là encore, c'est un quiproquo. Roy admet qu'il avait pris rendez-vous par Minitel, mais pour une partie fine, avec une femme soumise. Il avait d'ailleurs apporté des bracelets en cuir pour l'attacher. Mais quand il est arrivé... Rémi Roy se trouve face à un homme nu qui lui fait des avances. Et de nouveau, il est pris d'une violente colère et le bouscule. Une fois de plus, Rémi Roy a frappé violemment sa victime. Il s'est déchaîné. L'homme est tombé et s'est cogné la tête sur la table basse. Roy s'est enfui, persuadé comme d'habitude que l'homme était vivant.
Cette fois, il avait raison. Commandant Zara, tout au long de sa garde à vue, Rémi Roy se présente en fait comme une victime. Il croit vraiment que vous allez avaler ça? Je ne sais pas s'il l'a cru, mais en tout cas, il a essayé. Est-ce qu'il semble soulagé après vous avoir fait des aveux, même s'ils sont partiels? Effectivement, il a eu l'air soulagé. Et lorsque je l'ai accompagné avec des gens de mon groupe pour le déférer au dépôt du TGI de Créteil, alors qu'on le laissait, il me dit « Merci, monsieur Zara. Je vous remercie parce que vous m'avez arrêté, vous m'avez empêché d'en tuer d'autres. » 3 meurtres, une agression. J'imagine que vous avez cherché à savoir s'il n'y en avait pas eu d'autres. Bien évidemment. Nous avons fait passer une annonce dans un magazine spécialisé, Le Guêpier, pour ne pas le nommer, invitant tous les éventuels partenaires de Rémi Roy à se faire connaître. On avait mis sa photo, mais ça n'a pas eu de résultat. On n'a pas été contacté. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu, ou peut-être parce que ceux qui ont eu des contacts n'ont pas osé se manifester auprès de nous. En tout cas, quand je lui ai posé la question de savoir s'il avait agressé ou tué d'autres personnes, sa réponse a été non. Maître Gérard Serfati, vous êtes l'avocat de Rémi Roy. Comment ça se passe la première fois que vous voyez votre client? Son attitude était tout à fait singulière, tout à fait singulière. Il faisait le grand écart entre deux choses, entre deux situations. Tout d'abord, on voyait un garçon qui avait un souci essentiel, c'était le souci du détail. Il décrivait les meurtres, il donnait des précisions, on obtenait toutes ces réponses sur le qui, le lieu, les endroits, les dates, mais on n'avait strictement aucune réponse sur le comment, sur le pourquoi. Et puis par ailleurs, quand on essayait d'aborder la question de son homosexualité, là sur ce point, on se retrouvait face à une attitude d'un garçon qui paniquait. Il n'a jamais voulu reconnaître qu'il était homosexuel. Il ne s'est jamais reconnu comme tel, malgré un certain nombre d'éléments accusatoires. Votre position en tant que défense est donc très difficile dans ce cas de figure, non? La position consiste non pas à chercher à tenter de le convaincre de quoi que ce soit, parce que c'était mission impossible. On sentait que ce garçon pouvait être dans le déni. Il restait donc à essayer d'expliquer son acte. Et la légitime défense? La thèse de la légitime défense était inconcevable. Elle était totalement inconcevable. Elle ne tenait pas la route. Donc la seule chose, la seule solution et le seul système de défense raisonnable consistait à pouvoir dire que ce garçon avait été envahi par un trouble absolument extraordinaire au moment de passer à l'acte. Et là, sans légitimer sa réaction, on pouvait expliquer les agissements qu'il avait pu commettre et qui lui ont ainsi été reprochés. Le 26 novembre 1991, Rémi Roy est inculpé pour 3 homicides volontaires et une tentative. Il est incarcéré à la prison de Fresnes. Dans sa prison, Rémi Roy reçoit la visite des psychiatres. Le juge espère que les expertises vont lui donner des clés pour comprendre ses actes. Devant les médecins, il se présente comme un homme on ne peut plus normal. Il raconte son enfance plutôt très agréable. Un enfant choyé, tout allait bien, il était content, il n'y avait pas de problème. Il fait une scolarité médiocre, il va jusqu'en terminale, mais je crois qu'il ne passe pas à son bac. Il faut dire que très jeune, Rémi Roy a ressenti l'appel du large. Il apprend à naviguer, à faire de la voile, ces choses comme ça. Et ça le passionne. Rémi Roy fait une école de voile, il devient skipper. Et pendant une dizaine d'années, il navigue dans le monde entier. Là, il va bien. Et c'est dans ces conditions-là qu'il va rencontrer son épouse, qui est propriétaire d'une librairie maritime où il allait faire des conférences. Petit à petit, Rémi Roy voyage de moins en moins. Il s'installe avec sa compagne, il devient père de famille. Il écrit des articles pour des magazines de voile et il aide sa femme à tenir la librairie. C'est l'une des plus belles périodes de sa vie, confie-t-il. Il se sentait un peu comme un capitaine menant le bateau, avec sa famille, son épouse. Donc il était à un moment dans une position très active, où il se sentait protecteur par rapport à sa famille, dans une position valorisante en tout cas, ce qui devait être très important pour lui. En 88, ce bonheur commence à se fissurer.
alors qu'il travaillait plein temps depuis des années dans cette librairie, sans être payé. Sa compagne a embauché une amie pour le remplacer. Rémi Roy en profite pour se mettre à son compte. Rémi Roy va monter sa propre société. C'est sans doute très important pour lui pour se prouver des choses par rapport au fait qu'il peut exister par lui-même. Rémi Roy installe ses bureaux chez lui. Mais sa petite entreprise de films promotionnels peine à décoller. En 90, l'année des 3 meurtres, Roy a de graves difficultés financières. À partir de là, il est présenté un état dépressif, une espèce de marasme. Il est resté couché, il ne faisait plus rien. Il était boulimique. Il a atteint 110 kilos à peu près à un moment. Il était seul, réfugié dans sa morosité. Et c'est dans ce contexte qu'il a commencé à tripoter le Minitel. Rémi Roy veut rompre sa solitude. Les messageries roses, ce n'est pas pour draguer, dit-il, juste pour parler. Et puis, malheureusement, il est tombé sur des homosexuels sadomaso. Par le plus grand des hasards, explique-t-il. Il se présente comme étant un peu subissant le harcèlement de personnes homosexuelles par l'intermédiaire du Minitel rose. Un harcèlement d'autant plus insupportable que Rémi Roy n'est pas homosexuel. Il le répète inlassablement au psychiatre. C'est une victime des homos. Du coup, ces gens-là, comme il dit, il les a en horreur. Et ça remonte à loin. Dominique, Rémi Roy va donc voir des psychologues en prison. Est-ce que ça va l'aider à comprendre ses crimes ? Comprendre, Frédéric, ça on ne le saura jamais. En tout cas, il va donner des explications. Il va donner des explications dans une longue lettre qu'il écrit à sa femme en janvier 1993, depuis sa prison. Et il lui parle de 2 agressions qui lui sont revenues en mémoire depuis qu'il est enfermé. La première affaire qu'il raconte, il avait 13 ans, il était dans un cinéma. Et il raconte à sa femme que l'homme qui était assis à côté de lui a demandé de le masturber, lui a imposé de le masturber, et qu'il a éjaculé sur lui. Et Rémi Roy écrit à sa femme, il lui dit « J'en ai jamais parlé par honte, par peur, par pudeur ». Il y a une deuxième affaire qu'il raconte dans ce long courrier. Il avait 17 ans, il était scolarisé à Paris en terminale, dans un lycée du 17e arrondissement. Il avait une bande de copains et tous fréquentaient le même gymnase. Et il rendait des services à ses copains. Il était débrouillard, il dépannait l'électronique, il leur rendait service et ses copains le payaient. Et puis un jour, ils lui ont dit « Mais on te donne trop d'argent, il faut que tu nous rembourses ». Il ne pouvait pas les rembourser. Et donc, ils lui ont demandé de s'exhiber devant un vieux type qu'on a amené dans le gymnase. Et Rémi Roy raconte « J'ai refusé, je me suis enfui ». En représailles, ses copains l'ont retrouvé et ils l'ont emmené dans un appartement et ils l'ont violé. Donc Rémi Roy raconte dans cette lettre qu'il a été la victime d'un viol collectif. On est en janvier 93. En décembre 93, un psy va venir le voir en prison. Il confirme ces 2 histoires. Il raconte ces 2 histoires au psychiatre. Et il lui dit c'est pour ça que je déteste les homosexuels. Et la justice va tenter de vérifier ces accusations ? Oui, la justice va être consciencieuse. On va remonter à l'affaire la plus récente, quand il avait 17 ans. On va retrouver ses copains d'école qui vont être entendus, qui vont dire que tout ça n'est jamais arrivé, que c'est une affabulation. En tout cas, cette piste ne mènera jamais nulle part. Désormais, Rémi Roy s'accroche à ce traumatisme pour expliquer ses agressions. Quand il rencontre une nouvelle fois les psychiatres, 3 ans après les crimes, il se livre dans un texte très long, très détaillé. Il reparle de son enfance, et là, ça n'a plus rien à voir avec sa première version. Il dit qu'il hait sa mère. On dit que sa mère le fouettait très souvent avec une lanière de cuir. Roy décrit aussi tous les malheurs que lui faisaient subir ses camarades d'école. On lui passe le sexe au cirage. Une fois, on l'a attaché avec au bras à une branche et on lui a retiré ses habits qui sont restés à ses pieds. À force de donner tous ces détails, Roy finit par faire douter les psychiatres. À chaque fois, il est humilié, il est tout nu, il est sodomisé, il est battu à coups de lanière par sa mère. Ça fait beaucoup. Quant aux agressions sexuelles, elles paraissent tout aussi fantaisistes aux psychiatres. En fait de souvenirs, ce seraient ces fantasmes que Roy décrirait.
Pour l'ensemble, ça n'est pas crédible. Ça prouve quand même qu'il y a en lui des pulsions, des tendances sadomasochistes manifestes qui s'expriment dans sa façon de raconter des histoires. Ces tendances sadomasochistes, son homosexualité, Roy a longtemps réussi à les refouler. Mais quand il a commencé à déprimer et à pianoter sur le Minitel, ses pulsions se seraient libérées. Il a des fantasmes sadomasochiques très prégnants. Il a une attirance qu'il n'arrive pas à contrôler pour ce type de relation. Et en particulier là, il est sadique, il est plus maso. Hein, et il ne peut pas supporter l'image de lui que ça lui renvoie et il tue. Dominique, Rémi Roy refuse d'avouer une quelconque attirance homosexuelle. Comment les policiers vont-ils s'y prendre pour prouver qu'il ne s'est pas retrouvé là par hasard? Le plus bêtement du monde, Frédéric. Ils vont aller consulter ses relevés téléphoniques et observer ses connexions Minitel. Et là, on va découvrir qu'il se connecte sur des messageries homosexuelles sadomaso. Alors il a beau nier l'homosexualité, le sadomasochisme, on sait qu'il va voir ces messageries. L'examen de ces connexions va d'ailleurs permettre d'observer que le 18 août 90, il s'est connecté sur une messagerie et que dans l'instant qui a suivi, il a décroché son téléphone pour appeler qui? Le mage Nathaniel, le cabinet du mage Nathaniel. Donc pour la police, c'est clair. Rémi Roy a rencontré le mage Nathaniel grâce au Minitel. Et c'est pas fini parce que toutes les observations qui vont être faites sur les relevés et sur les connexions Minitel vont permettre aux policiers de voir que souvent, après des connexions, il y a un appel téléphonique passé par Rémi Roy. Et les policiers vont retrouver un témoin qui va leur dire quelque chose d'intéressant. Il va dire, moi je lui ai parlé au téléphone, je me souviens très bien, il m'a demandé si j'aimais faire l'amour les yeux bandés. J'ai pas donné suite, c'était pas mon truc. Donc le juge, maintenant, il a assez d'éléments, en fait. Il a assez d'éléments. Il a prouvé que Rémi Roy était un adepte du sadomasochisme. Ce qu'il aimerait prouver maintenant, c'est que à chaque fois que Rémi Roy se rendait à ses rendez-vous, il savait qu'il allait agresser sa victime. 3 ans après les meurtres, le juge organise une reconstitution chez le mage Nathaniel. Rémi Roy s'en tient à sa version des faits. Le visionnage de la cassette vidéo, sa montée à l'étage, le mage qui sort de la salle de bain avec une cagoule. Il montre au juge et aux policiers comment il a attaché Nathaniel avec du scotch après l'avoir frappé. Or, ce scotch, il reconnaît que c'est lui qui l'a apporté. Pour le juge, c'est bien la preuve qu'il n'est pas venu pour parler d'un film publicitaire. Il avait l'intention de ligoter le mage. Paul Bernard. Rémi Roy ne lui a pas donné rendez-vous n'importe où. Il connaissait bien le port de plaisance de Draveil et ses environs. Rémi Roy était licencié à l'époque dans ce yacht club. Il le fréquentait. Ce lieu de rendez-vous est quand même n'est pas anodin, quoi. C'est très particulier. Il faut connaître quand même. C'est assez isolé. Et puis le yacht club de Draveil, c'est pas non plus un endroit. C'est un endroit d'initié. Rémi Roy savait où trouver un coin tranquille. Quant à sa balade en vélo, au cours de laquelle il aurait rencontré Paul Bernard par hasard, le juge n'y croit pas. Il pense plutôt que Roy a entraîné sa victime dans un guet-apens. Et le fonctionnaire de Villeneuve-Saint-Georges, Rémi Roy l'a reconnu devant les policiers, il a apporté de quoi l'attacher. Des bracelets en cuir. Mais pourquoi faire, puisqu'il prétend ne pas être homosexuel? Pour le juge, tous ces éléments prouvent que Rémi Roy avait l'intention de tuer. Reste le patron du 16e. Dans son cas, la préméditation n'a pas pu être établie. Roy est arrivé sans accessoires et l'instruction n'a pas prouvé non plus qu'il l'avait rencontré par Minitel. Mais le juge ne croit pas à la thèse de Roy, la légitime défense. On a retrouvé le jeune patron allongé sur le ventre, complètement nu, sans aucune trace de lutte. Il avait les mains dans le dos. Et les mains dans le dos, c'est souvent, là, disons, le signe annonciateur d'une soumission. S'il y avait eu une violence, on aurait trouvé d'autres traces dans les régions de défense. Or là, non. Rémi Roy est donc renvoyé devant la cour d'assises du Val-de-Marne pour 2 assassinats et un meurtre et une tentative d'assassinat.
Christian Meau, vous étiez l'avocate du compagnon de Nathaniel et de ses parents. Qu'est-ce que vous pensez de son système de défense ? Alors c'est vrai que ça paraît un peu hasardeux, si vous voulez, de plaider la légitime défense quand vous savez qu'on a retrouvé Nathaniel sur le ventre, face contre le lit, les pieds qui étaient liés, les mains dans le dos et le crâne défoncé, sans aucune, évidemment, trace d'agression de la part de Nathaniel vis-à-vis de Rémi Roy. Comment abordez-vous ce procès ? Parce qu'il y a un enjeu particulier pour vous. Le premier enjeu, c'est quand même essayer de préserver les personnes qui sont âgées, qui sont des victimes, par ricochet, mais qui sont des victimes, sont les parents de Nathaniel, qui viennent du nord de la France et qui sont confrontés à une audience de la cour d'assises pour la première fois, qui découvrent des aspects de leur fils qui n'est pas forcément des aspects qu'ils connaissaient. Je pense qu'ils n'ignoraient pas l'homosexualité de leur fils, mais ils étaient assez silencieux sur cette homosexualité, sur les pratiques sadomasochistes qui étaient également faites par Nathaniel, et puis sur la vie des uns et des autres. C'était un peu le cas d'ailleurs des autres familles, où il y a une double vie qui apparaît en plein jour devant la cour d'assises. L'autre enjeu, évidemment, c'est le système de défense de Rémi Roy, qui consiste à dire « j'ai frappé, mais... » il y a quelqu'un qui est passé derrière moi qui a achevé le travail. J'ai frappé Nathaniel, mais il l'a dit à plusieurs reprises devant le juge d'instruction, lorsque je l'ai quitté, il était toujours vivant. Le 21 juin 1996, le procès de Rémi Roy s'ouvre devant la cour d'assises du Val-de-Marne. Devant les jurés et les parties civiles, Rémi Roy se pose, encore et toujours, en victime. On voit dans le box quelqu'un qui pleure beaucoup, mais il pleure pas sur les victimes. On a le sentiment vraiment qu'il a beaucoup de complaisance pour lui-même en réalité. On a même l'impression, si on va un petit peu plus loin dans les choses, qu'il se demande pourquoi il est là. C'est-à-dire que lui, il n'a commis aucun crime, il est dans un contexte où il est accusé à tort, il a une vie parfaitement normale. Cette vie parfaitement normale, Rémi Roy la raconte volontiers aux jurés. Sa passion pour la voile, sa rencontre avec sa femme, ses 2 enfants dont il est si fier. Mais quand il s'agit de s'expliquer sur ses séances du Minitel, sur les messageries qu'il fréquentait et sur ce qu'il allait vraiment y chercher, il est beaucoup moins bavard. Roy ne tient pas à livrer véritablement son exacte personnalité. Il baisse souvent la tête et est timide, je dirais, qui ne veut pas en dire trop, qui a peur peut-être d'en dire trop pour ne pas se recouper ou ne pas être mis en face de ses contradictions. Et surtout, il ne souhaite pas, il ne veut pas reconnaître ses tendances perverses et même pas ses tendances homosexuelles. Mais Rémi Roy, confronté au regard des familles, a de plus en plus de mal à tenir sa stratégie de défense. Au 3e jour du procès, il craque une première fois. Et je me souviens avoir regardé cet homme en face, comme ça, je le regardais. Il s'est adressé à moi, sans qu'on lui donne la parole d'ailleurs. Il a dit « Ton copain, c'était un mec formidable. Lui seul avait compris ce qui se passait en moi. » Rémi Roy va reconnaître pour la première fois qu'il n'a pas seulement de la répulsion pour ces gens-là, comme il appelle les homosexuels, mais qu'il a aussi une certaine attirance. Le lendemain, c'est le témoignage de sa 4e victime, celle qui a survécu, que Roy doit affronter. C'est un jeune homme qui a à peu près le même âge que lui, 37 ans, qui a la passion des fleurs, ça c'est un détail qui me reste. Il a la passion des fleurs, de l'odeur des roses, et puis on se rend compte, il nous le dit à la barre, et il le dit à Rémi Roy, qu'il a perdu l'odorat après cette agression. Dans le box, Rémi Roy blêmit. Il est très troublé. Là, on sent qu'il vacille. Il est confronté à la réalité d'un accusateur et d'une personne qui exprime et affirme son homosexualité et qui va raconter sa rencontre avec Rémi Roy dans le détail. Confronté à la sincérité de cet homme et à son récit émouvant, Rémi Roy s'écroule dans le box. Au dernier jour du procès, sans surprise, l'avocat général requiert la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 18 ans. Il croit l'homme capable de récidiver. J'avais mis en garde les jurés contre le risque qu'il représentait. Pour moi, je me trouvais en présence d'un être froid,
calculateur, manipulateur et pour moi diabolique. Maître Serfati, après l'avocat général qui vient de requérir la perpétuité, c'est à votre tour. Que plaidez-vous avec votre collègue Maître Prévost? Tous les deux, nous avions pour charge de faire comprendre que Rémy Roy a agi au moment où il avait été profondément troublé par cette rencontre avec les homosexuels. Nous répartissons les rôles, mais de manière intuitive. À lui, des coups de boutoir, il avançait un peu comme un bûcheron, il le provoquait, il se retournait vers lui en lui disant « Mais, monsieur Roy, vous savez très bien que depuis le premier jour, on ne peut pas vous croire. » Quand il s'est agi de le questionner sur le mage Nathaniel, mon confrère Prévost a eu cette phrase en lui disant « Vous avez courtoisement été invité à prendre un verre. Tout aussi courtoisement, vous deviez repartir. Or, avant que vous repartiez, vous l'avez tué. Expliquez-vous. Expliquez-vous. » Et là, Rémy Roy s'est enfoncé comme dans sa coquille, comme prostré, écrasé sur son banc, ne disant rien. Mais c'est quand même pas banal qu'un avocat de la défense se retrouve presque du côté de l'accusation. Et comment faire autrement? Il s'agissait de susciter une réaction de la part de Rémy Roy, en faisant en sorte qu'il se lâche à un moment donné. Il ne s'était pas lâché devant les policiers, il ne s'était pas lâché au cours de l'instruction. Il fallait quand même au moins, et c'était le dernier instant, qu'il se lâche au moment de son procès. Alors donc, quand vient votre tour pour plaider, qu'est-ce que vous dites? Alors j'explique, et je détaille le trouble qui pouvait être le sien. L'incapacité dans laquelle il se trouvait d'avouer son homosexualité. Il ne faut quand même pas oublier que ses parents, son épouse, ses amis se trouvaient dans la salle. Avouer l'homosexualité, pour Rémy Roy, consistait à perdre tout crédit vis-à-vis des siens. Et c'est ce que je me suis attaché à expliquer. A-t-il dit quelque chose juste avant que le jury se retire pour délibérer? Il a eu cette phrase, j'en ai le souvenir, et il a dit quelque chose comme « Mais si les parties civiles avait un fusil, qu'il le dirige vers moi et qu'il me tue. » C'était ses propos. C'est une forme de reconnaissance de culpabilité. À l'évidence. Et donc, quel a été le verdict de la cour d'assises? Peine d'emprisonnement à perpétuité, avec assortie d'une peine de sûreté de 18 ans. Monsieur Moore, quelle a été l'ambiance du procès? On pouvait en effet penser qu'il y avait un jugement moral, qu'il y aurait pu avoir un jugement moral sur des personnes qui étaient toutes homosexuelles, des personnes qui étaient adeptes du sadomasochisme, des personnes qui, à l'époque, pratiquaient le Minitel rose à outrance pour contacter des compagnons. Il n'y a pas eu ce regard très que l'on pouvait craindre sur le rôle et sur les pratiques des différentes victimes. Vos clients sont-ils satisfaits par le verdict de perpétuité? Ils étaient là présents comme étant des victimes. Ce qu'ils souhaitaient, d'une part, que l'on reconnaisse la culpabilité des Rémy Roy, mais il n'y avait pas un esprit vengeur de la part aussi bien des parents de Nathaniel que du concubin. Après le procès aux assises vient le procès civil, et c'était un enjeu important pour vous. La partie a été beaucoup plus ardue une fois que l'audience de la cour d'assises s'est achevée et qu'il a fallu donc réclamer l'indemnisation devant la commission d'indemnisation des victimes. Et ils n'ont pas été indemnisés comme des victimes ordinaires? En effet, le fonds de garantie a considéré que Nathaniel avait pris des risques, avait concouru à son propre dommage en étant homosexuel, non pas en étant homosexuel directement, mais en étant homosexuel adepte de pratiques sadomasochistes. Et à partir du moment où il avait des pratiques sadomasochistes, on a considéré qu'il y avait une véritable faute. Et donc la commission d'indemnisation des victimes a dit non, il y a une faute de la victime, on vous réduit de 10% l'indemnisation qui vous est due. Mais le fonds de garantie a fait appel de cette décision, la cour d'appel a infirmé la décision, a considéré qu'il y avait lieu à indemniser à 100% le concubin homosexuel et les parents. À l'époque, il n'y avait pas d'appel en cour d'assises. Rémy Roy n'a pas pu contester sa condamnation et il est parti pour de longues années derrière les barreaux.